Salut les mecs. Si vous avez déjà vu Le Seigneur des Anneaux, vous savez que cette trilogie est souvent considérée comme étant le chef-d'œuvre intemporel du cinéma, en tout cas en ce qui concerne les trilogies, puisqu'elle a été réalisée par Peter Jackson, elle a remporté je ne sais combien d'Oscars, elle a influencé des générations entières de cinéastes, et a gagné l'amour universel des fans de fantasy et du cinéma. Bref, voilà, là il s'agit d'une trilogie que l'on pourrait très facilement qualifier de légendaire. Alors, quand la Warner Bros a décidé de revisiter l'univers de Tolkien avec une adaptation de The Hobbit, eh bien, l'enthousiasme était immédiatement palpable. Après tout, Le Hobbit est donc la préquelle parfaite au Seigneur des Anneaux, un livre qui a posé les bases de l'univers de la Terre du Milieu et surtout des bases de tout ce qui allait suivre, avec la trilogie effectivement qui suivra de notre ami Tolkien. Mais comme souvent à Hollywood, eh bien, la cupidité a rapidement pris le dessus, et au lieu d'un film réfléchi et fidèle à son matériau d'origine, eh bien, on a obtenu 3 films. Oui, 3. Et c'est là où tout a commencé à se dégrader. Parce que oui, le fait qu'il y ait 3 films, c'est un problème. Donc voilà, et on va expliquer pourquoi déjà, on va revenir à la base. Le Hobbit, The Hobbit, c'est un roman de 95 000 mots. C'est un petit roman, une aventure simple, charmante et concise, axée sur les aventures de Bilbon Sackey, Bilbo Baggins en version originale, et de sa découverte du monde au-delà de sa paisible comté et de son paisible trou de Hobbit. Ce n'est pas une épopée complexe comme le sera Le Seigneur des Anneaux, pourtant ce roman relativement court a été découpé en 3 films, et vous allez me demander pourquoi, et je vais vous répondre, pour l'argent. Puisque oui, la Warner Bros a voulu recréer la magie du Seigneur des Anneaux, mais au lieu de donner à Peter Jackson le temps et les ressources nécessaires pour produire un film ou au maximum 2 films bien rythmés, eh bien, ils ont insisté pour étirer l'histoire autant que faire se peut jusqu'à l'absurde. Et d'ailleurs, pour mettre cela en perspective, on va regarder un peu les autres adaptations de livres légendaires de fantasy. Bon, déjà, il y a Dune, évidemment, de Frank Herbert, qui fait 188 000 mots, et là je parle du premier tome, soit presque le double du Hobbit, et Denis Villeneuve a réussi à raconter la première moitié de cette histoire avec précision et respect, en un seul film. Et d'ailleurs, d'une part 2, c'est la deuxième partie de ce même livre. Donc j'ai envie de dire, 188 000 mots peut être réglé en 2 films. Et si on prend par exemple La Communauté de l'Anneau, donc là effectivement c'est une comparaison peut-être un peu plus judicieuse, donc le premier tome du Seigneur des Anneaux, eh bien ce livre fait 187 000 mots et a été condensé en un seul et unique film. Pourtant, le Hobbit, qui fait clairement beaucoup moins de mots puisqu'il en fait 95 000, lui a été dilué en 3 films interminables. Et avec en réalité trop peu de contenu pour que ça puisse tenir en 3 films justement. Parce que quand on n'a pas assez de matière, eh bien on invente. Et donc tous ces ajouts inutiles, que l'on voit surtout dans le deuxième et second film du Hobbit, malheureusement ne servent qu'à allonger la durée de vie de ces films-là, et à transformer ce qui aurait pu être juste une simple aventure concise en un film, eh bien en un cirque absolu, gonflé de drames inutiles, une trilogie qui n'a pas lieu d'être en fait. Et si je devais vous donner un des exemples les plus flagrants, dont on parlera d'ailleurs de toutes les manières un peu plus tard dans la vidéo, c'est l'histoire d'amour ajoutée, et c'est clairement du filler, entre Toriel et Kili. Toriel, un personnage entièrement inventé, et inséré dans l'histoire afin d'ajouter une espèce de romance, une espèce de triangle amoureux qui n'existe pas entre elle, Kili et Legolas. Et d'ailleurs qui n'a jamais existé dans le livre, je tiens quand même à le rappeler. En fait, cette romance a l'audace de devenir un élément central du récit et de la trilogie du Hobbit. C'est quand même fou. Et les fans de Tolkien que nous sommes, j'imagine, espéraient une adaptation peut-être un peu plus fidèle, et on s'est retrouvé malheureusement face à des sous-intrigues dignes d'une mauvaise fanfiction. Et en plus de tout ça, le film a introduit plein de personnages inventés, comme par exemple l'antagoniste secondaire Azog le Profanateur, qui n'apparaît que brièvement dans le lore de Tolkien. Dans les films, il est transformé en espèce de méchant récurrent, poursuivant Thorin et sa compagnie à travers les 3 films, alors que bien entendu dans le livre, c'est pas du tout le cas. Bien sûr, cela crée des scènes d'action spectaculaires, mais ces moments n'ajoutent rien à l'intrigue principale et détournent l'attention de l'histoire de Bilbon. En fait voilà, c'est le problème, c'est-à-dire que si on compare cette trilogie à l'adaptation animée de The Hobbit de 1977 de Ralph Bakshi, un film d'animation qui est d'ailleurs excellent, que je vous conseille, et qui a réussi à condenser tout le livre en 90 minutes, eh bien la différence est flagrante. L'adaptation animée est fidèle, concise et captivante. Tout ce que la trilogie en live action n'est pas du tout. C'est un peu triste. Et le problème principal avec les films, c'est qu'ils échouent à capturer le ton du livre. Parce qu'il faut vraiment le comprendre, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu le livre, parce que le Hobbit, c'est avant tout une petite aventure légère, une petite aventure intime en fait, centrée sur un seul petit personnage qui sort de sa zone de confort afin de vivre une aventure extraordinaire. Alors que les films, en revanche, essaient désespérément de recréer l'ambiance sombre et épique du Seigneur des Anneaux, une tonalité qui ne correspond pas du tout à l'histoire d'origine. Parce que à la base, le Hobbit, c'est une petite histoire pour les enfants. C'est une histoire pour aller dormir. En gros, les Anglais appellent ça une bedtime story.
c'est-à-dire une histoire que l'on va raconter à un enfant pour qu'il puisse aller s'endormir. Et c'était effectivement des petites histoires que Tolkien lui-même racontait à ses enfants afin qu'ils puissent aller dormir, tout simplement. Ce n'est absolument pas une histoire de fantasy ultra épique, ultra sombre, avec des enjeux planétaires. C'est pas du tout ça, en fait, le Hobbit. Mais malheureusement, voilà, la Warner Bros. Voulait faire du bif. Et on en arrive à là. Après, il y a une vérité quand même qu'il ne faut pas ignorer à propos de cette trilogie, c'est-à-dire qu'elle commence relativement bien, mais elle se détériore rapidement. Le premier film, Un voyage inattendu, malgré ses longueurs et quelques ajouts inutiles, reste assez fidèle à l'esprit de Tolkien. Mais à mesure que la trilogie progresse, les films deviennent de plus en plus ridicules et de plus en plus artificiels. Et le dernier opus, c'est-à-dire La bataille des 5 armées, est complètement coupable de ça, se résumant presque entièrement à une succession de scènes de bataille interminables, où tout le poids émotionnel du récit est sacrifié au profit d'effets spéciaux tape à l'œil. D'ailleurs, de toutes les manières, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, parce que, bon, contrairement à la trilogie originale du Seigneur des Anneaux, malheureusement, ces 3 films se basent beaucoup plus sur les effets spéciaux que sur les effets pratiques. Tout du contraire de la trilogie originale de Peter Jackson. Et même si on en revient tout particulièrement à la bataille des 5 armées, en fait, ce film est en réalité un doigt d'honneur levé au ciel à l'esprit Tolkien. De toute façon, on en parlera lorsqu'on analysera ce film bien particulièrement. Ça va à l'encontre du message que Tolkien voulait amener. Parce que dans le livre Hobbit, donc de Tolkien, la bataille des 5 armées n'est absolument pas montrée. Elle n'est pas montrée parce que Bilbon fait la sieste en fait durant la bataille. C'est pour dire à quel point Tolkien n'avait que du mépris pour la guerre. C'est-à-dire que on apprend effectivement qu'il y aura cette fameuse bataille des 5 armées, et Bilbon décide d'aller dormir, d'aller pioncer, parce que bon, c'est vraiment un truc de con, voilà, il trouve ça absolument stupide, et donc le gars il va aller dormir. Voilà. Donc il y a clairement un message à retirer de tout ça, mais bon, malheureusement c'est un message qui a volé au-dessus de la tête de Peter Jackson et de la Warner Bros. Malheureusement pour nous. Bon allez, on va arrêter de rester dans les généralités et on va essayer d'analyser chacun de ces 3 films de façon bien spécifique. On va commencer avec bien entendu Le Hobbit, Un voyage inattendu, on passera par le second opus, La désolation de Smaug, et on terminera avec La bataille des 5 armées, et on expliquera effectivement pourquoi chacun de ces films est un échec cinématographique total. Voilà. Alors sans plus attendre, c'est parti, on va commencer avec Un voyage inattendu. Alors, le premier film de la trilogie du Hobbit, donc Un voyage inattendu comme je l'ai dit, nous présente donc notre ami Bilbon Saquet, incarné par Martin Freeman. On va le dire, c'est un choix de casting plutôt parfait, puisque Martin Freeman incarne à merveille ce Hobbit qui ne souhaite qu'une chose dans la vie, c'est-à-dire rester chez lui, manger des muffins et éviter les ennuis. Mais bien sûr, un jour, un mystérieux sorcier répondant au doux nom de Gandalf débarque à sa porte afin de chambouler son existence. Gandalf lui propose donc de se joindre à une bande de nains afin d'expulser un dragon de leur nation, de leur maison, de leur tunnel, et malgré quelques hésitations, eh bien Bilbon accepte. Et à première vue, le film reste relativement fidèle au livre, en grande partie en tout cas. Parce que oui, les problèmes majeurs qui affligent la trilogie ne sont pas encore totalement évidents à ce stade. En fait, certains éléments fonctionnent même très bien. Déjà, on va regarder ce qui rend ce premier film agréable. Alors, en ce qui concerne les points positifs, je l'ai déjà dit, c'est Bilbon Saquet. Alors voilà, Martin Freeman est tout simplement, je sais pas si on peut dire exceptionnel, en tout cas, il est excellent. Que ce soit ses expressions, sa gestuelle ou son comportement, entre guillemets, de poisson hors de l'eau, en référence à l'expression en anglais, donc fish out of water, c'est-à-dire c'est un cliché du personnage qui débarque un peu dans un monde qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas. Bon. Tout ça, ça colle parfaitement à la personnalité de Bilbon. C'est le personnage central du livre, et c'est le personnage central de ce film, et dans les scènes où il est seul et confronté à des défis, eh bien le film brille. Par exemple, la rencontre entre Bilbon et Gollum est un moment fantastique. C'est un duel verbal, basé sur des énigmes et une masterclass d'interprétation. Des 2 acteurs d'ailleurs. Ce sont des moments intimes et introspectifs, et qui font totalement honneur à l'esprit du livre. Là, à la limite, on est clairement dans l'esprit Tolkien. Et au-delà de ça, ce film-là, contrairement aux 2 autres qui suivront par la suite, n'a pas oublié que là, il s'agit d'une aventure enfantine, et le film parvient à conserver un ton plus léger que Le Seigneur des Anneaux, ce qui est cohérent avec le matériau d'origine. On voit cela à travers les chansons des nains, comme celle dans la maison de Bilbon, et qui ajoute une dimension de conte qui fonctionne très bien. La dynamique entre les nains et Bilbon est amusante, et l'action est relativement inventive, les combats sont assez stylés, surtout lorsque l'on voit un peu le groupe des nains interagir entre eux un peu comme des Avengers, on les voit effectivement disputer des combats particulièrement bien chorégraphiés, et ça met en avant leur style unique et leur camaraderie. Là aussi, c'est très bien. Il y a certains détails ajoutés qui enrichissent l'histoire, comme par exemple la décision de Bilbon de rejoindre l'aventure est davantage mise en avant que dans le livre, parce que effectivement on voit Bilbon hésiter. Au début, il ne veut pas. Finalement, il hésite. Il en apprend un peu plus sur l'histoire de Thorin, et finalement, ça lui donne envie, effectivement, le lendemain matin, de courir après les nains pour les rejoindre, justement.
Ça renforce son arc narratif, du petit homme craintif et froussard qui ne veut pas aller à l'aventure, pour ensuite finalement devenir justement quelqu'un qui aime l'aventure et qui vit à travers elle. Donc à la limite, tout ça c'est très bien. D'ailleurs, la façon dont il s'émerveille chez les elfes établit subtilement son futur lien avec eux. Un clin d'œil bienvenu pour les fans. Bon, maintenant, on va quand même parler des choses pour lesquelles vous avez certainement cliqué sur la vidéo, c'est-à-dire les points négatifs du film. Alors déjà, et encore une fois, là on va pas trop en parler des points négatifs parce que le premier film est dans le moins mauvais, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon déjà, Bilbon perd petit à petit son rôle central à mesure que le film continue. D'ailleurs, on va le dire, c'est l'un des problèmes majeurs de cette trilogie, puisque Bilbon cesse petit à petit d'être le véritable protagoniste. Son arc narratif, qui consiste donc de passer de simple hobbit peureux à héros courageux, est entièrement bouclé à la fin de premier film. Et donc, cela laisse 2 films entiers où Bilbon devient un personnage secondaire, puisqu'il a déjà bouclé son arc narratif, et il devient plus un spectateur des événements qui l'entourent, plutôt qu'un véritable acteur de ces événements. Ensuite, bien évidemment, il y a les nains, il y a quand même 13 nains. Dans ce film, d'ailleurs, dans les 3 films, il y a 13 nains, bien qu'il y en a certains qui meurent, attention, mais bon, bref, voilà. Mais le problème de ces 13 nains, c'est qu'ils sont, pour la plupart, presque interchangeables. Et le pire, c'est que le Seigneur des Anneaux nous a prouvé qu'il était possible de donner de la personnalité à un groupe important de personnages. Et même si tous n'ont pas besoin d'avoir des arcs narratifs complexes, ils auraient pu au moins avoir des traits distinctifs. Alors que, or, ici, il est difficile de se souvenir de leur nom ou même de se soucier de leur sort. Après, certains comme Thorin reçoivent beaucoup plus d'attention que les autres, mais la plupart de ces 13 nains restent de simples figurants. Et d'ailleurs, en parlant de Thorin, le chef des nains, il y a quand même un choix clair et net et précis de le représenter comme un espèce d'Aragorn 2.0. Et c'est assez déroutant. Il a une apparence lisse, voilà, un délire un peu BG, un délire un peu Tchad, un peu beau gosse, une barbe soigneusement taillée, qui le font plus ressembler à un héros de fantasy générique plutôt qu'à un véritable nain. Où sont les grandes barbes imposantes, symbole iconique des nains? D'ailleurs, il me semble que l'acteur, lorsqu'il a appris effectivement qu'il incarnerait Thorin, il s'est laissé pousser une méga barbe, et quand il a débarqué au studio de Warner Bros, la première chose qu'on lui a dit, c'est « va te raser frérot, quoi. T'as pas compris ce qu'on voulait faire avec toi, quoi. » Bon bref. Et d'ailleurs, vu qu'on parlait du studio de production, bah parlons-en un peu. Parce que contrairement à l'ouverture concise et efficace de la communauté de l'anneau, ce film s'enlise dans une longue séquence d'exposition. Les 15 premières minutes d'introduction auraient pu être intégrées de manière beaucoup plus naturelle au récit, et ça ralentit inutilement le début de l'aventure. On voit effectivement un espèce de Bilbon vieux avec notre ami Frodon juste avant que le Seigneur des Anneaux commence, j'imagine. Et au-delà de ça, il y a une surutilisation du CGI, j'en ai déjà un peu parlé au début de cette vidéo, puisque voilà, tout est saturé d'effets numériques, et alors que le Seigneur des Anneaux utilisait principalement des décors réels et des maquillages des plus impressionnants, des effets pratiques, bah ici tout semble artificiel, et les orques autrefois terrifiants avec un maquillage des plus détaillés sont maintenant des créations numériques uniformes, et même les scènes simples comme monter à cheval, eh bien, sont tournées sur fond vert. D'ailleurs, je pense que l'une des anecdotes les plus tristement célèbres de cela, eh bien, c'est Ian McKellen, évidemment l'interprète légendaire de Gandalf, qui s'est carrément mis, eh bien, à pleurer, voilà, sur le plateau, contraint de jouer tout seul dans un espèce d'enfer vert. Et ça illustre bien ce problème. Le pauvre Ian McKellen qui voulait très certainement interagir avec les autres acteurs et jouer son rôle, il se retrouve en fait à jouer tout seul dans une espèce de pièce vide et toute verte. Donc t'imagines qu'effectivement le pauvre Gandalf n'était pas forcément content. Voilà, c'est assez triste quand même cette histoire. Donc voilà quoi. Et au-delà de ça, même si, je l'ai déjà dit au début de la review de ce film, c'est pas trop dérangeant, en tout cas dans ce film-là, il y a quand même un déséquilibre de ton qui est quand même déjà un peu présent. Après, je le répète, ce problème deviendra de plus en plus évident dans les suites, mais bon, quand même, dans Un voyage inattendu, ce film montre déjà des signes d'un déséquilibre tonal. Dans le sens où ce qui aurait dû être une introduction légère et accessible à l'univers du Hobbit est souvent alourdi par des tentatives de s'aligner sur le ton épique et sombre du Seigneur des Anneaux, alors que normalement c'est 2 ambiances totalement différentes. Par exemple, l'introduction de Thorin comme un héros tragique avec un flashback étendu sur la chute d'Erebor et sa rivalité avec Azog, ces éléments sont trop dramatiques et ne correspondent pas du tout à l'esprit original du livre Le Hobbit, où Thorin est beaucoup plus vaniteux qu'héroïque en fait. Le film essaie de le transformer en une espèce de figure semblable à Aragorn, mais ça crée un décalage avec le ton plus léger de l'histoire. Encore une fois, les scènes d'exposition comme la confrontation entre Thorin et Azog sont souvent filmées de manière grave et héroïque, avec beaucoup de gravitas, ce qui contraste fortement avec les moments plus légers, comme les querelles entre les nains et Bilbon. Et évidemment, l'humour un peu maladroit de Bilbon, surtout au début, effectivement, du film où il accueille, malgré lui, tous ses nains. Voilà, ça n'a strictement rien à voir, ça coupe en termes de ton, ça n'a rien à voir. À un moment, tu vois Bilbon essayer de protéger son fromage de l'appétit vorace des nains, et 5 minutes plus tard, tu vois effectivement une espèce de flashback où tu vois Thorin déboîter Azog à coups de bûche. Je veux dire, c'est quand même complexe.
Et au-delà de ça, le combat dans les montagnes brumeuses où les nains affrontent les gobelins se veut spectaculaire mais vire rapidement dans une espèce d'exagération cartoonesque. Et ces scènes d'action s'étendent bien au-delà de ce qui était nécessaire. Et le résultat est un mélange étrange entre un ton sérieux et un style visuel exagéré, presque cartoonesque. Donc voilà, t'as l'impression qu'en fait le film ne sait pas vraiment sur quel pied danser et quel ton adopter. Un ton épique ou un ton enfantin, il y a un délire. Mais encore une fois, bon, dans ce film ça va, c'est pas trop dérangeant. Ce sera dans les autres films que là clairement ça va devenir un gros défaut. D'autre part, l'un des principaux problèmes du premier film est son rythme déséquilibré, causé par une tentative de transformer un tiers d'un livre court, je le répète, de 95 000 mots, c'est pas beaucoup, en un film de près de 3 heures. Et ça se traduit par des scènes inutilement prolongées et des ajouts qui cassent le flux narratif. J'en ai déjà un peu parlé, mais déjà, l'introduction donc à cul-de-sac, qui est charmante, mais bien trop longue. Ça aurait dû juste être une scène concise pour établir Bilbon, Gandalf et les nains, mais ça s'étire sur près d'1 heure, avec des répétitions inutiles dans les dialogues et les interactions. Au début aussi, avec l'introduction étendue d'Erebor et de Smaug, bien que visuellement impressionnante, aurait pu être aussi condensé. Ces scènes auraient pu être racontées plus efficacement à travers des dialogues ou même des flashbacks plus courts, comme dans la communauté de l'anneau justement. Et le voyage à travers la Terre du Milieu manque également de rythme. Alors que dans le Seigneur des Anneaux, on alternait efficacement entre exploration, conflit et développement de personnages, un voyage inattendu semble souvent s'arrêter pour des scènes inutiles, comme des scènes humoristiques avec Radagast ou des affrontements contre des ennemis secondaires, tels que les trolls ou les gobelins, qui n'apportent pas grand chose à l'intrigue principale. On va revenir très rapidement sur les nains. Clairement, là, il y a un manque de caractérisation, je l'ai déjà dit. Bien que les 13 nains soient des figures centrales de l'histoire, le film échoue à leur donner une identité claire et mémorable. Et contrairement à la communauté de l'anneau où chaque personnage avait une personnalité distincte, la plupart des nains se fondent ici dans un groupe indifférencié. Et il y a seulement quelques nains tels que Thorin Balin et Kili qui reçoivent une attention suffisante. Tous les autres restent des silhouettes anonymes avec des caractéristiques physiques exagérées qui remplacent une véritable profondeur de caractère. On voit effectivement Bofur qui aime bien bouffer du fromage, Bombur qui est le gros et Ori qui est le timide. Bon, c'est un peu quand même léger en termes de caractérisation. Et le film semble trop occupé à insister sur le nombre des nains et sur leurs querelles pour réellement investir du temps dans leur histoire personnelle et leur motivation. Et le film introduit également pas mal de sous-intrigues inutiles et mal intégrées, comme la réunion du Conseil Blanc à Foncombe, qui sert à préparer la menace de Sauron. Et bien que cette intrigue puisse sembler intéressante pour les fans de Seigneur des Anneaux, elle n'a aucune place légitime dans le Hobbit. Elle distrait de l'intrigue principale et rallonge inutilement la durée du film. Ces scènes centrées sur Gandalf, Galadriel, Elrond et Saruman auraient pu être entièrement supprimées sans affecter du moins du monde l'histoire du Bilbon. Parce qu'encore une fois, le problème de ces films-là, c'est que à trop vouloir les allonger, on enlève Bilbon du centre de l'histoire. Et à la fin, on voit beaucoup plus limite Saruman que Bilbon, ce qui est quand même un peu chiant. Après, c'est sympa toujours de voir Christopher Lee, bien entendu, rip à lui, mais bon, c'est quand même complexe. Mais bon, voilà, au final, c'est pas une catastrophe, bon, on va le dire, c'est un film correct, mais sans plus. Malgré ses défauts, je le dis, Un voyage inattendu reste le film de la trilogie Le Hobbit qui reste le plus fidèle au livre d'origine et le plus agréable à regarder, voilà, je dirais. En tout cas, des 3 films, c'est plus agréable. Voilà. Les moments qui suivent le livre sont souvent les meilleurs et l'interprétation de Martin Freeman en Bilbon est un point fort. Ça c'est sûr, je l'ai déjà dit. Cependant, dans ce film, on voit quand même pas mal de signes des problèmes à venir. Il y a quand même pas mal de red flags, avec, les personnages tout développés, une dépendance excessive au CGI, c'est-à-dire aux effets spéciaux, et des décisions narratives très discutables. Tout cela, effectivement, dans le but d'allonger la durée des films autant que faire se peut. Et pour conclure avec ce premier volet, moi je dirais que voilà, c'est un film qui mérite peut-être un OK sur 10, quoi. Ça va sur 10, ça passe sur 10, je dirais. C'est un film qui aurait pu être bien meilleur s'il avait été plus resserré et moins encombré avec les ambitions gonflées d'Hollywood et de la Warner Bros. Mais ça aurait pu être bien pire. Donc à la limite, vas-y, voilà. Ne boudons pas notre plaisir, le film est sympathique, sans plus. Mais malheureusement, le film ne s'est pas arrêté là, puisqu'il y a eu 2 autres films. Et c'est là que les choses commencent vraiment à dérailler. Et on continue directement avec notre analyse donc de la désolation de Smaug. Et bien nous y voilà, enfin, le 2e volet de la trilogie du Hobbit, intitulé La désolation de Smaug. Et soyons clairs dès le départ, ce film est une catastrophe narrative. Puisque si le premier film, malgré ses défauts, parvenait à garder une partie de la magie du livre original, ici tout s'effondre. C'est le moment où cette trilogie révèle son vrai visage. Un projet gonflé, dénué d'aucune vision et surtout terriblement désespéré dans sa quête de l'allonger envers et contre tout. Puisque oui, on va le dire, là il s'agit d'une histoire étirée à l'extrême. La mayonnaise n'en finit pas de continuer. Puisque oui, commençons par un fait simple. En fait, dans ce film, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est tout simple. Puisque dans le livre, cette section couvre 3 événements principaux, donc du livre original de Tolkien. Premier élément, c'est les nains se font capturer par des araignées. Ensuite, 2e élément, les nains se font capturer par des elfes. Et 3e élément, les nains arrivent à la montagne solitaire et rencontrent Smaug. Ce sont les 3 éléments narratifs que le film est censé raconter. C'est tout.
Il n'y a pas de grande bataille, il n'y a pas d'antagoniste majeur, à part Smaug bien évidemment, rien d'épique. Et c'est parfaitement logique dans le contexte du livre, qui est, je tiens à le rappeler, une bedtime story, une petite aventure légère et linéaire pour les enfants. Mais ici, le film essaie de transformer ce contenu limité, on va dire, en un film de presque 3 heures. Et pour y parvenir, Peter Jackson et son équipe n'ont pas d'autre choix que de remplir les vides avec des inventions douteuses narratives. Voilà, des inventions narratives douteuses plutôt. Bon, déjà, on va commencer avec Sauron et le nécromancien, puisque c'est une espèce d'histoire parallèle de Gandalf qui enquête sur le nécromancien, alias Sauron, qui n'a absolument aucune raison d'être dans cette histoire. Dans le livre, Gandalf quitte périodiquement la compagnie des nains pour aller accomplir des petites tâches mystérieuses. Mais ce mystère faisait partie de son charme. Mais ici, le film décide de nous montrer explicitement ce qu'il fait, ruinant ainsi tout mystère et détournant l'attention de l'histoire principale. Pire encore, ces scènes tentent de lier artificiellement cette trilogie à celle du Seigneur des Anneaux, avec des visions de destruction mondiale et des batailles cosmiques qui n'ont rien à faire avec une histoire aussi intime et aussi petite en termes d'échelle que celle du Hobbit. Et même si effectivement, il me semble que peut-être qu'on parle une ou deux fois de Sauron dans le Hobbit, ça fait un certain temps que j'ai pas lu le livre, mais peut-être qu'on le name drop une ou deux fois, pas plus, c'est clairement pas un personnage très important dans le Hobbit. Ça, c'est une évidence. De toutes les manières, la gravité du personnage de Sauron, en fait, jouerait complètement avec, comment dire, la légèreté de l'histoire du Hobbit. Ce personnage ne peut même pas rentrer dans l'histoire, tellement le Hobbit c'est vraiment un truc pour les enfants, quoi. Bon, toujours dans le chapitre des inventions narratives douteuses, eh bien il y a Legolas, évidemment notre elfe préféré, ou peut-être pas tant que ça, puisque l'apparition de Legolas dans cette trilogie est l'exemple parfait de fanservice mal exécuté. Ce personnage n'est même pas mentionné dans le Hobbit, et son rôle dans le film n'apporte absolument rien du tout. Mais comme cela ne suffisait pas, les scénaristes ont également inventé Toriel, une elfe totalement inventée, originale on va dire, uniquement pour introduire un espèce donc de triangle amoureux inutile avec Kili, Toriel et Legolas. Donc voilà, on passe d'un conte épique sur l'amitié et le courage à une comédie romantique, voilà, avec une espèce de romance interraciale entre elfes et nains. C'est vraiment un peu bizarre, on va le dire. Et Legolas c'est complètement pété dans ces films-là, je tiens à le dire. On en parlera surtout dans la bataille des 5 armées, mais voilà, Legolas c'est abusé, le gars c'est un super Saiyan, vraiment. Le mec se met à voler, enfin je veux dire, quand je dis voler, c'est voler dans l'air. Voler dans les airs, c'est un truc de ouf. Bon, au niveau des trucs un peu inutiles qui ont été ajoutés, bon, on peut parler beaucoup de choses, mais on peut surtout parler de la séquence des tonneaux. Dans le livre, la fuite des tonneaux est une scène modeste, mais on va dire relativement charmante, une petite scène sympathique. On voit Bilbon et les nains s'échapper en flottant dans des tonneaux. C'est simple et efficace, bon voilà. Dans le film par contre, c'est transformé en une séquence d'action ridicule où des orques attaquent, des tonneaux volent dans tous les sens, Legolas saute partout avec la grâce d'un personnage de jeu vidéo. Voilà, on va pas se mentir. C'est comme regarder une cinématique d'Uncharted plutôt qu'un film de fantasy. Enfin, c'est fou. Cette séquence est tellement tirée par les cheveux qu'elle détruit toute tension dramatique. D'ailleurs, c'est dans cette séquence où on se rend compte que les personnages, en fait, c'est juste des Avengers, quoi. Ils sont totalement immortels, ils survivent à tout sans aucune égratignure, on sait que rien de mal ne pourrait jamais leur arriver, c'est quand même un truc de ouf. Quand tu vois cette séquence-là, tu te rends compte que ces gens-là, ils peuvent envahir une nation tout seuls, tellement c'est des super guerriers, quoi. C'est quand même un truc de ouf. Bon, allez, maintenant, on va reparler d'un problème dont j'ai déjà un peu parlé dans le premier film, c'est-à-dire Un voyage inattendu, mais là, bon, ce problème est beaucoup plus hypertrophié. Là, il s'agit effectivement du déséquilibre de ton, puisque la désolation de Smaug, eh bien, montre son incapacité à s'engager dans un ton cohérent en termes de film. Puisque le Hobbit, je le répète en tant que livre, est une œuvre légère et accessible pour tous, surtout pour les enfants, et destinée à être lue comme un conte. Voilà, pour les enfants juste avant qu'ils aillent dormir. Avec des séquences d'aventures fantaisistes et une petite touche d'humour. Bon, mais le film, donc la désolation de Smaug, semble vouloir s'aligner sur la gravité épique du Seigneur des Anneaux. Une erreur qui mène à un clash tonal constant. Prenons par exemple les scènes où Gandalf enquête sur Sauron. Ces moments sont sombres, menaçants, et visent à introduire une tension apocalyptique qui n'existe pas du tout dans le livre original de Hobbit. Que ce soit les visions de ruines, les batailles magiques ou l'apparition de Sauron, tout ça c'est visuellement impressionnant, ok, mais c'est totalement déplacé dans l'univers du Hobbit. Ces scènes jurent avec tous les moments plus légers du film, comme les chansons des gobelins ou les interactions souvent comiques entre Bilbon et les nains, donc je sais pas, il est difficile quand même de passer d'un combat contre un ennemi cosmique, c'est-à-dire Sauron, à une séquence humoristique où des nains se chamaillent sur la manière de faire la vaisselle ou de savoir qui va finir la dernière part de Gruyère. Et ce déséquilibre de ton s'étend également à l'exécution des scènes d'action. Par exemple, et j'en ai déjà un peu parlé, la séquence des tonneaux mêle des tentatives de tension avec les attaques des orques, avec des éléments presque cartoonesques, comme des plans en GoPro ou des cascades ridicules, où les personnages semblent défier les lois de la physique. Je pense que si tu montres cette séquence à Isaac Newton, je pense qu'il est en PLS, le pauvre, rit pas lui d'ailleurs. Bref, le résultat c'est qu'on a une espèce de séquence qui oscille entre le sérieux et l'absurde, sans jamais trouver un juste milieu. Et en parlant des choses dont on avait déjà parlé dans le premier film, évidemment, le CGI, les effets spéciaux qui sont clairement en déclin. Et parce que l'une des raisons pour lesquelles la trilogie du Seigneur des Anneaux est si
mémorable, c'est son utilisation magistrale d'effets pratiques et de décors réels. Peter Jackson et son équipe avaient mis un soin incroyable à construire un monde tangible, où chaque costume, chaque arme et chaque paysage semblait authentique. Malheureusement, ce niveau de détail est presque entièrement absent dans La Désolation de Smaug. Tout d'abord, le film est saturé de CGI, et ça se voit. Les décors, autrefois si vivants, sont remplacés par des environnements numériques qui manquent de texture et de profondeur. Et même des scènes simples, comme les personnages qui marchent dans une forêt ou chevauchant à travers les plaines, sont filmés devant un fond vert, donnant au film un aspect artificiel et surtout gênant. Et si on parle de Smaug, puisque là, depuis tout à l'heure, on parle de La Désolation de Smaug, parlons un peu du dragon, parlons un peu de Smaug. Bon, ok, bien qu'il a été interprété avec une grande passion par Benedict Cumberbatch, malheureusement, même notre ami le dragon souffre également de ce traitement. Et si sa première apparition est impressionnante, certains autres plans plus tard dans le film manquent clairement de finition. Des détails importants comme la texture de ses écailles ou la luminosité de son souffle de feu semblent incohérents d'une scène à l'autre, créant une impression d'inégalité dans la qualité des effets visuels. Et ce contraste est encore plus flagrant dans les séquences d'action, où les effets CGI, les effets spéciaux, prennent souvent le dessus, donnant au personnage un aspect plastique et irréel. Et une autre conséquence de cette dépendance aux effets numériques est la perte de l'authenticité des ennemis, puisque dans Le Seigneur des Anneaux, les orques étaient des vrais acteurs en costume et en maquillage, attention, ce qui les rendait uniques et effrayants, alors qu'ici, ils sont tous presque générés par ordinateur, ce qui les rend moins mémorables et surtout génériques. Il n'y a plus cette sensation de menace tangible. Même des moments qui auraient pu être épiques, comme les confrontations avec les araignées géantes, tout ça, ça tombe à plat à cause de l'aspect trop numérique des créatures. On n'y croit pas en fait. Et même le choix des designs des personnages sont parfois discutables. Si on prend Legolas par exemple, il bénéficie d'un effet numérique pour rajeunir son visage, et le résultat est en fait étrange et dérangeant, un peu uncanny valley entre guillemets, et ça lui donne un air artificiel qui le rend moins crédible. Déjà qu'en plus Orlando Bloom n'est pas un super acteur, alors en plus tu rajoutes l'espèce de filtre Instagram dégueulasse, c'est quand même complexe à la fin. En fait, cette surexposition aux effets visuels un peu tous azimuts finit par émousser l'impact émotionnel du film, car il devient difficile de se connecter à un monde qui ressemble en fait à un jeu vidéo PS3. Et en fait, on a devant nous un film qui s'égare, puisque La Désolation de Smaug incarne parfaitement le problème central de cette trilogie. Il y a un manque de direction claire, et en cherchant à gonfler artificiellement la durée de l'histoire pour en faire 3 films, les scénaristes ont rempli le récit de sous-intrigues inutiles, de personnages superflus et de scènes d'action interminables. Et le résultat, c'est un film qui perd de vue son objectif principal, c'est-à-dire raconter l'aventure de Bilbon. Et si on en revient rapidement sur l'inclusion de Sauron, je l'ai déjà dit, ça détourne l'attention de l'histoire de Bilbon pour la recentrer sur une espèce de menace mondiale qui n'existait pas dans le livre de base. Et ça dilue l'impact du récit original, qui était, je le répète, une aventure intime, centrée sur la croissance personnelle de Bilbon, sur son développement de personnage, avec de petits personnages craintifs et peureux qui veulent pas trop sortir, à aventuriers chevronnés. De même, des ajouts comme le triangle amoureux entre Tauriel, Kili et Legolas sont non seulement inutiles, mais aussi profondément ennuyeux. Je trouve pas ça très bien écrit, pour être tout à fait honnête avec vous. Ces intrigues secondaires n'ajoutent rien à l'histoire principale et semblent uniquement là pour allonger la durée du film. Le film souffre également de problèmes de rythme, alternant entre des séquences d'action frénétiques et des passages narratifs lents et monotones. Par exemple, l'introduction de Bard et des intrigues politiques à Esgaros aurait pu être intéressante, mais tout ça s'est étiré à l'excès, avec des sous-intrigues inutiles impliquant le maire et son serviteur Alfred, un personnage comique d'ailleurs qui ne parvient jamais vraiment à être drôle. Et finalement, le film se termine sur une note un peu anticlimatique, avec Smaug qui quitte la montagne afin d'attaquer Lake Town, l'espèce de village. Et cette fin abrupte souligne à quel point l'histoire a été délibérément fractionnée afin de justifier une trilogie qui clairement n'avait pas lieu d'être. Et au lieu de conclure naturellement, le film s'arrête brutalement, laissant le spectateur des plus frustrés. Et au final, ce film c'est un gâchis monumental. Et avec ça, la trilogie Hobbit s'éloigne encore davantage de son matériau d'origine et de l'héritage laissé par le Seigneur des Anneaux et notre ami Tolkien rit pas lui. Et ce film, saturé de remplissage inutile et de CGI des plus médiocres, sacrifie la magie et l'authenticité du conte original du Hobbit au profit d'une production gonflée et totalement incohérente. Donc voilà, c'est un film des plus médiocres, je dirais, médiocre sur 20. On va dire si je devais donner une note, et voilà, encore une fois le potentiel est là, mais il est enterré sous une montagne de mauvais choix créatifs. Et donc maintenant on va essayer de voir si le troisième film réussit à empirer les choses, et spoiler, il y arrive. Donc voilà, maintenant on va enfin passer au dernier opus de cette trilogie. Bien évidemment, là il s'agira de la bataille des 5 armées. Alors déjà, on va le dire, c'est un film qui n'a pas de raison d'être. Déjà voilà, on commence en mettant les pieds dans le plat, puisque le plus grand défaut de ce film, c'est-à-dire la bataille des 5 armées, c'est son existence. Juste le fait qu'il existe, déjà il y a un problème. Et il l'adapte
dans un film de près de 2h30. Donc forcément, vous connaissez déjà le problème, le film est contraint de sur-remplir son intrigue avec beaucoup d'ajouts superflus, souvent au détriment de son personnage principal, Bilbon, que l'on voit quasiment pas. Puisque dans le livre, et j'en ai déjà un peu parlé au tout début de la vidéo, Bilbon est absent de la bataille. Tolkien a choisi de lui faire perdre connaissance pendant le combat, afin de souligner l'utilité et l'absurdité de la guerre. Tout simplement. Bilbon, il allait taper une petite sieste. Et ce choix narratif est totalement ignoré ici. Et le personnage est réduit en fait à un spectateur passif dans son propre film. Et ça conduit à un paradoxe des plus ironiques. Un film nommé Le Hobbit relègue le Hobbit en question, c'est-à-dire Bilbon, à l'arrière-plan, afin de se concentrer sur une bataille qui, dans l'esprit du livre, n'a jamais été un point central. Et même si, effectivement, on rapproche un peu de cette bataille d'un délire un peu, c'est-à-dire Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux, eh bien, même dans le Seigneur des Anneaux, chaque bataille avait un objectif clair et une tension émotionnelle palpable. Alors que, par contraste, la bataille des 5 armées ressemble plus à une excuse pour prolonger l'action. Déjà, les motivations de chaque faction sont des plus floues. Alors, on a les elfes qui veulent un collier qui n'a jamais vraiment été introduit dans les films précédents, les humains veulent une compensation financière, ce qui est raisonnable mais maltraité à l'écran. Les orques sont des gros méchants pas beaux génériques envoyés par Sauron, qui n'a aucune raison logique d'intervenir ici, je tiens à le dire. Les enjeux sont artificiels, alors que, je le répète, Tolkien utilisait cette bataille à la base dans le livre pour critiquer l'avidité et les conflits inutiles. C'est d'ailleurs pour ça que Bilbon décide d'aller se tailler, quoi. Il voit ses 5 armées se battre, il dit écoutez, moi j'ai pas que ça à branler. C'est tout. Vraiment, c'est un truc de con, moi je me taille. C'est ce qu'il dit, Bilbon. C'est ça le truc. Tolkien a utilisé cette bataille pour critiquer l'avidité et les conflits inutiles. D'autant plus que, peut-être que vous le savez, mais Tolkien a fait la guerre. Il a participé notamment à la bataille de la Somme, où des centaines de milliers de jeunes hommes sont morts pour rien du tout. Donc t'inquiète pas que Tolkien l'avait un peu en travers de la gorge, cette histoire de guerre, il avait absolument pas envie de montrer une bataille épique. Non, il voulait juste montrer une bataille stupide. Mais malheureusement, le film décide d'aller totalement à l'encontre du message de Tolkien, en amplifiant cette guerre avec des séquences de combat interminables et des sous-intrigues inutiles. Et même si on se dit, vas-y, on va essayer de se taper une belle bataille, un peu comme la bataille du gouffre de Helm ou de Pelennor, en fait le problème c'est que ces combats-là avaient un sens stratégique, et utilisaient habilement la géographie, les capacités des personnages, bon bref voilà, il y avait un intérêt. Sauf que là, dans cette bataille des 5 armées, en fait c'est juste un chaos numérique sans logique. Tout le monde fonce dans le tas, sans rime ni raison, sans stratégie ni tactique, donc c'est un peu con. Et même encore, on parle de bataille des 5 armées, mais moi la vérité j'ai pas compté 5 armées. C'est-à-dire que, bon ok, il y a les nains, il y a les elfes, il y a les humains, et il y a les orques. Il y a 4 armées, hein. À part si tu comptes 2 fois les orques, parce qu'effectivement, l'armée des orques est divisée en 2, mais enfin, je veux dire, bon, je sais pas si ça justifie le fait de compter les orques 2 fois. C'est con, pour moi, c'est la bataille des 4 armées, hein. Je suis vraiment désolé. Après, tu me diras, Legolas est tellement complètement cheaté dans ce film que, d'une certaine manière, tu peux compter Legolas comme une armée à part entière. Donc à la limite, ok, vas-y, pour la bataille des 5 armées, je veux bien vous accorder ça, pourquoi pas. Bref. D'ailleurs, juste avant de reparler de cette bataille complètement abusée, on va parler un peu de l'usage excessif des CGI, si vous voulez bien. On en a déjà parlé lors du film précédent, mais bon, là, on va le dire, les effets spéciaux atteignent ici leur point le plus bas dans la trilogie. Là, il est question de surcharge de CGI qui rend l'action absolument insipide, et le film perd tout le réalisme tangible qui faisait la force des batailles du Seigneur des Anneaux. Quelques exemples marquants, hein. Bon, déjà, les orques sont encore une fois entièrement numériques, sauf que là, il y en a beaucoup, donc ça se voit encore plus. Et d'ailleurs, contrairement à la trilogie originale, hein, où chaque orque était représenté par des acteurs maquillés, voilà, donc ce choix retire toute menace visuelle et physique des ennemis. Les environnements sont totalement et entièrement numériques, ce qui donne effectivement une impression de jeu vidéo. Et encore une fois, on compare ça avec Le Seigneur des Anneaux, il me semble que Le Seigneur des Anneaux était filmé, je crois, en Nouvelle-Zélande, il me semble. Hein. Bref, c'était vraiment absolument magnifique. Bon, c'est pas du tout le cas dans cette trilogie, et tout particulièrement dans ce dernier film. Et d'ailleurs, la montagne solitaire et ses environs manquent de poids et d'immersion, ce qui crée un décalage constant entre les personnages et leur environnement, puisqu'ils sont tous putain de CGI. C'est quand même complexe. Et bien sûr, à côté de ça, voilà, il y a des personnages un peu cheatés. Des personnages un peu trop pétés, un peu trop derzés, des personnages qui clairement ne sont pas à leur place dans cet univers. Je pense qu'on pourrait les mettre effectivement dans Ken le Survivant, dans DBZ, dans My Hero Academia. Évidemment, suivez mon regard, je parle de Legolas. Un Legolas qui n'a jamais été aussi pété que dans ce film, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez de la séquence où il court sur des blocs de pierre qui tombent dans le vide. Enfin... Je veux dire, Legolas a pété le game. Le gars, bon, voilà. Juste cette scène uniquement détruit toute suspension d'incrédulité. Là, c'est plus une aventure fantastique. En fait, c'est une parodie de parodie. Je suis vraiment désolé, non. Legolas a pété le game. Legolas, non, il a flingué le film. Je suis désolé, vraiment. D'ailleurs, en parlant de personnages déséquilibrés, déjà, je l'ai déjà dit, Bilbon est inexistant. Donc, comme mentionné, Bilbon, le personnage titulaire, c'est quand même censé être le Hobbit, hein, voilà. Il est réduit à un rôle mineur. Ces scènes sont rares et souvent dénuées d'importance narrative, et ça trahit, en fait, l'essence même du récit.
aussi, je tiens à le rappeler, hein, Bilbon était censé à la base être un livre donc pour enfants. C'était surtout, comment dire, un peu une étude de personnage. C'est comment un personnage un peu peureux, un peu craintif va devenir de plus en plus aventureux. Le problème, c'est que là, on le voit pas du tout dans ce film. Et ça trahit, je le dis, l'essence du récit. Puisque c'était censé être une histoire centrée sur le personnage de Bilbon. Et sur sa montée en puissance. Donc voilà, déjà, il y a un problème. Ensuite, on a Taurine, qui est, on va dire, le moins pire de tous les personnages du film. Je pense que Taurine est plutôt sympathique, mais malheureusement, son arc est un peu maladroitement écrit. Donc il a effectivement la maladie du dragon, qui avait frappé son grand-père, il me semble, hein, qui est donc un concept inventé, qui sert de raccourci scénaristique pour expliquer son comportement cupide et paranoïaque. Ça explique pourquoi il décide de ne pas donner d'or à personne. Voilà. Bon. Ensuite, il y a bien évidemment, j'en ai déjà parlé, le triangle amoureux inutile entre Kili Toriel et Legolas, qui est non seulement superflu, mais également mal écrite. Elle détourne totalement l'attention de l'histoire principale et ajoute des scènes inutiles et forcées. On a Alfred, un personnage vraiment chiant, qui est une espèce de tentative de comique de situation, mais c'est un échec total. Non seulement il est irritant, mais son rôle n'apporte rien à l'intrigue. Il prend un temps d'écran précieux qui aurait pu être utilisé pour développer les personnages principaux ou même les enjeux du film. Sauf que voilà, t'as l'impression que la moitié du film c'est juste Alfred qui fait le con devant la caméra, quoi. Après bon, malgré tous ses défauts, il y a quand même quelques éléments qui parviennent à se démarquer de ce film. Déjà, il y a une performance quand même sympathique des acteurs. Parce que malgré un mauvais scénario et une mauvaise écriture, quand même Martin Freeman avec Bilbon, Richard Armitage avec Taurine et Ian McKellen avec Gandalf donnent tout ce qu'ils peuvent. Hein. Tu sens qu'effectivement ces acteurs y croient vraiment et donc ils y vont à fond. Et les moments où ils sont au centre de l'histoire rappellent brièvement ce que cette trilogie aurait dû être, en fait, c'est-à-dire un film bien écrit et centré sur les personnages et pas sur les CGI. Et d'ailleurs, la mort de Taurine et sa réconciliation avec Bilbon à la fin sont parmi les rares moments authentiques du film. Elles offrent un peu de gravité émotionnelle bien écrite cette fois, parce que c'est pas de la gravité émotionnelle qui est complètement déséquilibrée en termes de ton par rapport au reste du film. Donc voilà, bon bref, c'est sympathique. Je l'ai déjà dit, Taurine, même si le délire de maladie du dragon c'est un peu bizarre, est quand même, on va dire peut-être le personnage le mieux écrit de la trilogie. Taurine est vraiment sympathique. Voilà, malgré le fait que bon, sa maladie est un peu bizarre. Et en plus, le fait qu'il ressemble à Aragorn, le délire un peu épique, superficiel, bon voilà, je suis pas un gros fan, mais le personnage est sympa, l'acteur est sympa, bon. Fermons les yeux là-dessus. Et le design de Smaug, pour le peu qu'on le voit, il reste très impressionnant visuellement et narrativement. Et sa confrontation initiale avec Bard est bien exécutée, même s'il aurait dû être intégré au film précédent. Parce qu'en réalité, c'est un peu ridicule. Le dernier film se termine avec Smaug qui va aller clairement casser des bouches. Le problème, c'est que le troisième film, voilà. On voit Smaug se faire rentrer dedans, se faire balayer en l'espace de même pas 10 minutes. C'est clair qu'en termes de scène anticlimactique et qui casse l'ambiance, je crois que voilà, l'introduction de ce film est vraiment très bien, quoi. Et on va dire, la bataille des 5 armées, pour en finir rapidement, ça représente tout ce qui ne va pas avec cette trilogie. C'est une expansion inutile d'une histoire qui à la base était concise, une surenchère d'effets visuels et un éloignement des thèmes centraux du livre. C'est pas un mauvais film en soi, mais c'est pas du tout un film du Hobbit. Et donc la note finale, c'est Schlag sur 20. Voilà. Schlag sur 20. Et on s'arrête là. C'est un film qui s'effondre sous le poids de ses ambitions et sous le poids de ses mauvais choix scénaristiques, artistiques et créatifs. Et il est difficile de considérer cette trilogie comme une adaptation fidèle ou même une œuvre digne de l'univers de Tolkien. Je suis désolé de le dire. Alors voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format. Je tente plein de trucs différents. Hein. Du storytelling, des critiques de trilogie. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces films ou pas. D'ailleurs, si vous avez aimé, dites-moi pourquoi vous les avez aimés. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.